Tu peux sortir les popcorns, la guerre entre Sam Altman et Elon Musk fait rage sur Internet, à la fois en public et dans les coulisses en termes de business, notamment avec pas mal d'investissements d'OpenAI qui risquent de tirer la bourre à Elon Musk. On va en parler en long et en large et en travers. Avant ça, on va notamment parler des nouvelles news sur ChatGPT 5, parce qu'il faut qu'il se rattrape avec ce lancement totalement foiré de ChatGPT 5. Et après une semaine, on commence petit à petit à être sur la bonne route, mais il y a encore un petit peu de boulot. Et on fera le point à la fin avec toutes les news intelligence artificielle. N'hésite pas si ça te plaît à t'abonner, à liker ou pose tes questions en commentaire, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Du côté de ChatGPT, on le sait, le lancement a été complètement foiré, le routeur a pété, ce qui fait que le modèle a été complètement stupide. Si le modèle réfléchit pas, malheureusement il est au niveau de 4.0, voire moins bien. Je dis moins bien parce que beaucoup d'utilisateurs étaient un petit peu habitués à ChatGPT 4.0 et au fait qu'il soit vraiment très gentil, très agréable, très accueillant, un peu trop béni oui-oui. Et on va pas se dire, mais la personnalité de ChatGPT 5, et personnellement je trouve que ça c'est vraiment pour le meilleur, il n'y a plus les emojis toutes les 30 secondes, le ton est un petit peu plus formel et honnêtement on s'y retrouve beaucoup mieux. Donc, beaucoup de monde se sont frustrés. OpenAI a eu une fronde incroyable entre les utilisateurs un petit peu hardcore plus qui payent 20 balles, qui sont retrouvés avec quelques requêtes par semaine de ChatGPT 5. Ils ont dit, les gars, on paye 20 balles, on a perdu 95% du nombre de requêtes qu'on avait. Et surtout, on n'avait plus qu'un seul modèle. On pouvait utiliser plus que ChatGPT 5. Et ça a été le drame. Ça a été le drame, Sam Altman a parlé, OpenAI a parlé, et au fur et à mesure des jours, ils ont itéré, et on est à l'heure d'aujourd'hui arrivé à quelque chose qui est, ma foi, plutôt pas trop mal. On a maintenant la possibilité de choisir le modèle. Soit le modèle va choisir automatiquement s'il a besoin de réfléchir ou pas. Autant être totalement transparent. Si je devais vous recommander un modèle, allez directement vers le thinking. Il y a le fast pour une réponse très rapide mais qui va mettre pas beaucoup de temps à réfléchir. C'est déjà mieux que le modèle auto, mais c'est pas encore ça. Et le modèle thinking qui lui va réfléchir. Et autant vous dire, sur tous les graphiques qu'on a vus et sur tous les benchmarks, quand il s'agit d'un LLM, à partir du moment où on lui offre la capacité de réfléchir, on va dire la réponse qu'il va vous envoyer, le degré de niveau, alors on parle de niveau d'intelligence que maintenant ChatGPT 5 est capable d'être d'un niveau d'un doctorat, va tout simplement monter de manière exponentielle en fonction du temps qu'il va mettre à réfléchir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'avait que quelques requêtes du thinking. Maintenant, avec le choix de Auto Fast Thinking pour ChatGPT 5 qui est directement disponible sur OpenAI, on va avoir 3000 messages par semaine. Autant te dire que 3000 messages par semaine, même si tu passes 24 heures sur 24 à utiliser ChatGPT 5, je pense que tu as très peu de chances d'atteindre les 3000 messages par semaine. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est que si tu as un petit peu, et on va y revenir parce qu'il y a une news qui est sortie qui a été un petit peu choquante, si tu as l'habitude d'utiliser ChatGPT et que tu veux de bonnes réponses, notamment pour le boulot ou pour le perso, n'hésite pas à utiliser, à directement sélectionner ChatGPT Thinking, ça va t'aider. Et il y a une autre raison là-dessus, c'est si tu utilises ChatGPT sur de très longues sessions de chat, il va avoir un contexte de 196 000 tokens. Autant te dire qu'il va avoir une mémoire qui va être capable d'absorber beaucoup plus que la mémoire du modèle qui ne va pas réfléchir. Tu vas avoir aussi l'aptitude, si tu payes, de pouvoir sélectionner 4O. Donc il y a le retour un petit peu des modèles. Et si tu vas directement sur Internet, tu peux avoir aussi accès à O3, à 4.1. 4,5 va pas forcément être utilisable parce que 4.5 demande beaucoup trop de GPU et n'est pas optimisé. C'est notamment une des raisons pourquoi 4,5 qui aurait dû être 5 n'est pas sorti. Parce que 1, il n'était pas forcément suffisamment intelligent. Et de 2, il était tellement gourmand quand il est sorti sur l'API, c'était quelque chose de dingue. Et ils sont en train de travailler, on le sait, la grosse nouveauté c'est ChatGPT 5 en termes de personnalité. On peut choisir le type de personnalité directement dans OpenAI, mais autant te dire qu'ils sont encore en train de travailler sur la personnalité de ChatGPT 5 qui devrait paraître un petit peu plus amical, un petit peu plus chaleureux. J'espère qu'ils vont pas aller jusqu'à ChatGPT 4 parce que c'était vraiment trop. Il allait vraiment trop dans ton sens. Et personnellement, ça c'est mon côté, j'aime bien une intelligence artificielle qui va être un petit peu plus challengeante. Ça, c'est un petit peu pour les nouvelles et c'est une excellente, une très très bonne nouveauté. Autant te dire que là, maintenant, avec ChatGPT 5 tel qu'il est, avec la version Thinking, plus de problème de routeur, on arrive à un modèle qui est largement supérieur à 4.0. Autant dans les premiers jours, dans les premières 24 heures,
sans problème, il était stupide. Autant maintenant, ça y est, on a un des meilleurs modèles sur le marché, voire le meilleur modèle sur le marché. Et si vous payez 200 balles par mois et que vous avez accès à ChatGPT 5 Pro, autant te dire que ChatGPT 5 Pro est juste un monstre. Pour ceux qui sont un petit peu sceptiques, bah, tout simplement, ça scale, hein, ça scale bien. On a tous les modèles. On a O1, on a Claude Sonnet 4, on a O4 mini qui était là, on a O3 qui était juste au-dessus. On va avoir Grok 4 et on a ChatGPT 5, lui, qui est largement au-dessus que Grok 4. Et malgré ce que Elon Musk claim sur les réseaux sociaux, à l'heure d'aujourd'hui, pour avoir utilisé un petit peu toutes les intelligences artificielles du marché, ChatGPT 5 est celle avec laquelle j'ai le meilleur résultat. Et en termes de code, c'est celle avec laquelle je dev le plus. On va avoir aussi quelques news sur la partie Frontier Maths. Alors, on a eu beaucoup de news qui est sorti ces dernières semaines, avant même que ChatGPT 5 soit sorti. C'est que OpenAI et notamment Google avaient réussi à avoir des médailles d'or sur des problèmes de mathématiques, sur des problèmes de maths, etc. On a vraiment un gap avec ChatGPT 5 assez énorme qui permet de résoudre de bons problèmes de maths. Mais dans une interview qui a été donnée, ChatGPT 5 est très bon pour résoudre des problèmes de maths qui vont demander peut-être 90 minutes. Mais dès qu'on va avoir besoin d'un problème de maths qui va demander peut-être 1000 ou 10 000 heures de réflexion pour aller trouver de nouvelles solutions ou de nouvelles problématiques, on en est encore très très loin, que ce soit sur une question d'intelligence, que ce soit sur une question de contexte ou que ce soit sur un contexte de capacité de GPU. Donc sur ça, il ne faut pas s'attendre à une révolution de suite, ça devrait arriver, mais pour le moment, on n'est pas encore sur des vraies révolutions ou sur l'AG comme tout le monde est en train de le demander. Le bon test, généralement, le test qui est généré sur quasiment toutes les intelligences artificielles qui sortent. Pourquoi? Je ne sais pas. Pokémon, c'est un classique, c'est le ChatGPT Play Pokémon. Donc il y a un live Twitch qui est en train de tourner et on a ChatGPT 5 qui est en train tout simplement de faire une run sur Pokémon Rouge. Et à l'heure d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la courbe de droite, on a un ChatGPT 5 qui est capable d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, rien qu'avec 6000 pas dans le jeu, pour pouvoir atteindre les 8 badges. Là où il en a fallu quasiment 16 000, donc quasiment 67% de moins. Donc ça prouve que quand même, ne serait-ce que sur la capacité de voir et de faire des actions, ChatGPT 5 est beaucoup plus fort, beaucoup plus intuitif et beaucoup plus entraîné que ce que l'on était au 3. Donc le gap, est clair et net sur toutes les applications. Ok, peut-être sur certains fine-tuning, O3 peut être toujours être bon, mais ChatGPT 5, on est sûr et certain maintenant avec les tests, est un gap significatif en termes d'intelligence. On va avoir par contre une news qui est juste dingue. Alors d'aujourd'hui, les utilisateurs non payants. Alors à la limite, je ne vais pas leur jeter la pierre, enfin je jette la pierre à personne d'ailleurs, mais il y avait moins d'1% des utilisateurs qui utilisaient un modèle qui réfléchissait. Et je trouve cette stat dingue. Encore plus pour les plus. Pour les utilisateurs qui payaient, il n'y avait que 7% des gens qui utilisaient les modèles O3. Alors je me pose la question si c'était parce qu'il fallait changer de modèle, cliquer et changer de modèle et que c'était pas forcément intuitif pour eux, ou si les gens ne pouvaient pas percevoir la différence entre un modèle qui réfléchit et un modèle qui réfléchit pas. Et c'est là où tu te dis qu'en fait, les gens qui utilisent l'intelligence artificielle vivent un petit peu dans une bulle. Parce qu'on parle pas, là, on parle même pas de tous les habitants, on parle juste des utilisateurs payants. Pour les utilisateurs payants, la manière d'utiliser ChatGPT, notamment la manière d'utiliser des modèles qui réfléchissent, vient de passer de 7% à 24%. Pour les gratuits, de 1% à 7%. Mais étant donné que maintenant ChatGPT 5 réfléchit tout seul, c'est peut-être pas leur volonté première. Mais ce qui fait que dans, on va dire, l'acculturation ou dans le fait d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle ou rendre l'intelligence artificielle mainstream, tu te rends compte que même des gens qui sont prêts à payer 20 balles par mois, il y en avait que 7% qui utilisaient ChatGPT au maximum de ses capacités en termes d'intelligence. Donc ça donne vraiment le gap assez incroyable à faire. Et je n'ose même pas imaginer si les 24% là, on est passé déjà de 7 à 24%, si les 24% passent à 50 ou 75%, ce que ça va donner du côté d'OpenAI en termes de demande de GPU et d'énergie. Et ça, c'est franchement assez dingue. Et je me demande en fait si finalement, quand il disait à l'époque qu'il perdait de l'argent avec ChatGPT+, bah en fait, il n'y avait pas grand-chose qui était utilisé en termes de GPU parce que c'était les modèles de base qui étaient utilisés. Donc ça soulève quand même pas mal de questions. Et si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez jamais utilisé un modèle d'IA qui réfléchit,
n'hésitez pas à l'utiliser, c'est vraiment game changer, les réponses sont complètement différentes. On a aussi tout un post du côté de Sam Altman, et c'est, il me semble, le dernier dans ce point. Il a dit un petit peu comment il allait prioriser dans les prochains mois l'utilisation en termes de GPU pour ChatGPT 5. Donc au début, bien entendu, ça va être pour les utilisateurs qui payent, ce que je trouve logique. Si tu payes, tu dois avoir la priorité sur les ressources. Après, il va y avoir l'API. Et là, c'est un chiffre un petit peu dingue. Ils ne peuvent pas, à l'heure d'aujourd'hui, et jusqu'à la fin de l'année, pouvoir avoir une augmentation supérieure à 30% en termes d'API. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, même si on avait un marché qui est en demande de plus de 30% en termes d'API, ils n'ont pas les capacités, la ressource informatique en termes de GPU, de CPU, pour pouvoir fournir la puissance de calcul nécessaire pour fonctionner une croissance à plus de 30%. Ce que je trouve complètement hallucinant. Et je le parle souvent sur la majorité des vidéos, à l'heure d'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la puissance de calcul, et la puissance de calcul est limitée quasiment pour tout le monde. On a même une news d'Amazon qui est sortie en disant on pourrait vendre plus si on avait plus de data centers. Ok, cool. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Bah, on comprend pourquoi Nvidia est valorisé plus que quasiment toutes les boîtes au monde, parce que c'est eux qui sont les maîtres du monde à l'heure d'aujourd'hui. Ils ont la puissance de calcul. Après, il va y avoir un problème énergétique. Mais pour le moment, on arrive en termes d'énergie à subvenir à nos besoins. Mais l'énergie risque d'être un très très gros problème ces prochaines années. Et après, ils vont bien entendu accroître la capacité des gens qui ne payent pas à utiliser ChatGPT 5 en troisième. Et derrière, demander les API, augmenter l'API. Voilà un petit peu globalement les nouveautés sur ChatGPT 5 et autant vous dire que c'est juste énorme. On est à une semaine post-lancement de ChatGPT 5 et il s'est passé énormément de choses. Mais ce qui nous intéresse le plus, bien entendu, c'est les dramas. Parce que franchement, s'il y a quelque chose de plus intéressant que les dramas entre les géants de la tech, c'est assez incroyable. On a littéralement, depuis plus de 24 heures, sur Twitter, Sam Altman et Elon Musk qui se font la guerre. Alors, tout est parti d'un post d'Elon Musk qui dit que Apple, tout simplement, est en train de falsifier le marché, est en train de favoriser OpenAI, parce que quand tu ouvres l'Apple Store, tu vas avoir tout simplement OpenAI sur la page de garde, l'application de ChatGPT recommandée à droite, l'application de ChatGPT recommandée à gauche, sans que ce soit des pubs visiblement parlants. Et ce qui fait que, littéralement parlant, pour Elon Musk, avec bien entendu son intelligence artificielle XIA et notamment Twitter, il trouve que c'est une violation de l'antitrust américain, de la concurrence déloyale. Aussi simple que ça. Et ça s'envoie de tacle en tacle. Jusqu'à ce que Sam Altman dise littéralement, c'est la même chose que détenir Twitter et que tes tweets font des millions d'impressions, alors que potentiellement tout le monde le sait plus ou moins avec certitude que tu falsifies ton algorithme pour pousser à ton avantage, que ce soit tes posts ou XIA. Donc ils se font un petit peu la guerre et on va pas parler plus que ça du drama parce que c'est juste ce qui est visible en surface. On le sait, c'est une certitude depuis que ça a leak sur The Verge, qui est un grand média américain, que du côté d'OpenAI, on travaille sur un réseau social. Et que potentiellement le lancement d'un réseau social avec de l'intelligence artificielle qui est ChatGPT pourrait faire énormément de mal à Elon Musk. Mais si ça s'arrêtait que ça, on a deux stratégies complètement différentes. Elon Musk, on a une intelligence artificielle qui a été fondée il y a un peu plus d'un an, qui est XIA, qui est Grok, qui est en train de monter petit à petit en puissance. Il a du retard parce qu'il s'est lancé en retard. Mais là où il y a une grande différence, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, entre les deux entreprises, Elon Musk a investi massivement pour acheter énormément de puissance de calcul et possède en propre des gigafactories qui lui permet de pouvoir entraîner ses IA, là où Sam Altman, du côté d'OpenAI, pour le moment, même s'ils sont en train de créer leurs data centers, que ce soit en Norvège ou que ce soit aux États-Unis, pour le moment n'a pas de puissance de calcul à lui. Il fait littéralement de la location de puissance de calcul. Au début, c'était grâce à un énorme deal avec Microsoft qui lui prenait plusieurs dizaines de pourcents de ses revenus et qu'il est même allé signer avec son concurrent numéro un qui est Google un accord pour pouvoir utiliser sa puissance de calcul et notamment la technologie TPU de Google. Donc,
potentiellement, le nerf de la guerre est réel parce que si Elon Musk arrive avec sa puissance de calcul à générer une intelligence artificielle et potentiellement il y a Grok 5 qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, équivalent à ChatGPT 5, avec un média comme Twitter pour le mettre en place et pour le mettre en avant, on pourrait aussi parler d'antitrust et de concurrence déloyale du côté d'Elon Musk pour utiliser ses acquis et ses différentes boîtes. Notamment qu'on va pas se le cacher aussi, Elon Musk est en train d'installer Grok directement dans ses Tesla. Donc on a vraiment une guerre de pouvoir, mais parce que les enjeux sont des millions de milliards de dollars à la clé. Et on continue sur le terme de business. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du côté d'Elon Musk, on a une boîte qui s'appelle Neuralink. Neuralink, c'est une boîte qui met des puces dans le cerveau des gens pour leur permettre de devenir, entre guillemets, des super-humains. Je vais le faire très simple parce que si on est dans les détails, ça va durer des plombes. Et en gros, on apprend quoi? qu'OpenAI est en train d'investir, et Sam Altman sont en train d'investir 250 millions dans Merge Lab pour une valorisation de la boîte à 850 millions. Et bizarrement, qu'est-ce que ça fait? C'est là pour faire une petite compétition avec la boîte Neuralink d'Elon Musk. Il y a quelques différences. De ce que j'ai pu lire, la grande différence, c'est que Sam Altman n'est pas forcément OK avec la stratégie invasive de Neuralink d'implanter une puce dans le cerveau des gens, mais plus sur un casque porté qui permettrait d'accroître les facultés des personnes. Je ne me suis pas plus renseigné sur le dossier, mais petit à petit, entre un nouveau réseau social qui devrait être lancé du côté d'OpenAI, la guerre en termes de visibilité sur Apple et sur Twitter, les différences de benchmark si on regarde du côté d'Elon Musk ou du côté de Sam Altman, les différents investissements d'OpenAI et d'Elon Musk sur des technologies connexes pour se faire la guerre, on voit que littéralement le marché est en train d'être une véritable compétition entre deux géants. Après, maintenant, il faut se poser la question, parce que Google n'est pas revenu dans le débat. Google était censé lancer Gemini 3 ou potentiellement quelque chose qui pourrait faire concurrence à ChatGPT 5. Alors peut-être que ça va arriver ce soir, mais bon, une semaine après, on attend toujours. Mais pour le moment, les deux qui agitent le plus la toile, c'est Elon Musk et Sam Altman. Sachant que Google potentiellement commence à être vraiment au niveau, voire risque de doubler avec la prochaine release OpenAI, autant vous dire que les prochaines vidéos risquent d'être très très excitantes à regarder. Du côté petite news, on a Perplexity qui a maintenant son navigateur Comet qui est disponible quasiment à tous les utilisateurs qui payent aux États-Unis. Et on a aussi appris qu'ils ont fait une offre de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour essayer de racheter Google Chrome. Autant te dire que ça n'arrivera jamais, mais ils ont tenté, ils ont fait littéralement une demande d'achat non sollicitée de la part de Google en disant on vous achète, je sais plus, c'est 34 milliards ou quelque chose comme ça. En plus, l'argent, je ne suis pas sûr qu'ils l'ont parce ils font une demande de rachat qui est supérieure à leur dernière levée de fonds. Bon, ok, je vous laisse perplexe, mais de tous les utilisateurs que j'ai pu discuter avec, Comet est un très très bon browser qui te permet d'avoir pas mal de choses et je pense qu'on fera peut-être une vidéo dès qu'on aura vraiment accès, dès que j'aurai bien poncé le sujet pour vous montrer comment on utilise Comet. On va avoir aussi un petit robot maintenant qui est capable de plier du linge. Alors, beaucoup ont trouvé l'effet waouh. Moi, je le trouve un peu long. Mais bon, c'est plutôt intéressant. On a vraiment des robots humanoïdes. On savait qu'ils étaient capables de travailler dans des usines BMW et de commencer à assembler certaines tâches d'une voiture. Maintenant, on a, comme vous pouvez le voir, un robot qui est capable de plier du linge. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, est-ce que tu as envie de claquer plusieurs milliers de dollars plus de dollars ou d'euros pour avoir un robot que tu mets dans ta buanderie si t'as une buanderie pour plier ton linge, mais en plus là c'est du linge, c'est juste des serviettes. Qu'en est-il s'il y a un pli sur la chemise? Mais bon, du côté de chez Figures, les robots deviennent de plus en plus forts, de plus en plus maniables et commencent à avoir des vraies capacités humaines. Donc il va falloir se faire attention en 2026. Ça risque d'être peut-être l'année des robots. C'est pas 2026, ça sera 2027 au plus tard. Mais autant vous dire que peut-être que bientôt vous allez avoir un petit robot comme ça chez vous. Alors est-ce que vous allez faire comme dans les films et l'enfermer dans le placard ou est-ce que vous allez bien le traiter? Ça va être les questions qu'il va falloir se poser. Je vous ferai pas des sueurs froides, mais bon, les films de science-fiction sont en train d'arriver, littéralement parlant. Et derrière, on a le mode Storybook qui est très intéressant du côté de Gemini, qui est maintenant disponible dans plus de 45 langues. Et ce qui vous permet en fait tout simplement de générer des petits livres à la base d'une photo ou qui va vous générer des histoires pour enfants illustrées.
Ce qui fait, voilà, comme vous pouvez le faire, si vous avez un enfant et que vous voulez faire des petites histoires illustrées sur vos chiens, sur vos chats, sur vos robots, sur leurs doudous, bah autant vous dire que Google les génère de manière illimitée et c'est Les the plutôt bien fait. golden doodle and Et il y a même Kai le the lien. burn doodle. Voilà, c'est à peu près tout. On a fait le tour de toutes les nouveautés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou à lâcher des commentaires. Et surtout, merci du soutien. N'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.